Bonjour et bienvenue dans ce cinquième chapitre du cours de mécanique des fluides. Ce cinquième chapitre traite de la cinématique des fluides. Donc dans ce cours de cinématique, nous allons tout d'abord aborder aujourd'hui, dans ce premier module, les différences entre l'approche eulérienne et l'approche lagrangienne. Puis dans un deuxième module, nous introduirons les définitions de trajectoire, de ligne de courant et de ligne d'émission. Dans le module suivant, nous en verrons des exemples et des applications, avant de décrire plus précisément, dans le quatrième module, les champs de vitesse et de les classifier en fonction de la topologie des écoulements. Mais abordons aujourd'hui cette différence fondamentale entre l'approche eulérienne et l'approche lagrangienne. Tout d'abord, qu'est-ce que la cinématique? La cinématique, c'est l'étude des écoulements et leur description sans se soucier des forces qui sont à l'origine des mouvements. Deux approches fondamentales pour étudier la cinématique des fluides. Une approche dite lagrangienne, qui se rapproche de ce qu'on peut faire lorsque l'on fait de la physique des solides matériels, la physique des points matériels ou la physique des solides non déformables. Et puis une description eulérienne, qui est très adaptée à la mécanique des fluides. Alors, afin de comprendre la différence, nous allons tout d'abord donner quelques définitions, puis dans un deuxième temps, j'illustrerai les différences entre les concepts eulériens et lagrangiens à l'aide d'un exemple. Commençons donc par les définitions. L'approche eulérienne consiste à s'intéresser à la vitesse. Je rappelle que la notation en gras ici de petit u décrit justement la notion de vitesse. Voilà. C'est-à-dire que c'est un vecteur qui a trois composantes. Une composante qui pointe dans la direction x, une composante qui pointe dans la direction y et une composante qui pointe dans la direction z. Et ce vecteur est un champ, donc il dépend de l'espace, c'est-à-dire des coordonnées du point de l'espace x, y, z, et de l'instant dans le temps t. Et donc, il s'agit donc de la vitesse u de x, y, z, t en un point fixe de l'espace m de x, y, z. Donc je fixe un point de l'espace, ici m de x, y, z, et je regarde la valeur du vecteur vitesse en ce point. Donc il doit être clair qu'en ce point vont circuler, vont passer des particules fluides différentes. Donc on regarde en fait le même point de l'espace à différents instants, mais on regarde des particules différentes. Donc voyons ce que cela veut dire. Imaginons donc à l'instant t0, une particule que j'ai ici colorée en vert passe par le point d'observation. Elle a un vecteur vitesse, ici représenté en gras. Nous sommes ici en deux dimensions parce que nous travaillons dans le plan de l'ordinateur, dans le plan du tableau, mais de manière générique, cela peut se passer dans l'espace à trois dimensions. Donc je regarde cette particule verte, elle a un vecteur vitesse ici représenté par une flèche grasse, légèrement vers le haut et vers la droite. Alors un instant plus tard, au temps t1, la particule qui occupera la même position de l'espace n'est pas la même, puisque l'autre s'est enfui avec son vecteur vitesse, et c'est maintenant la particule orange qui occupe l'espace. Cette particule orange a un vecteur vitesse différent, cette fois-ci qui pointe vers le bas et qui est aussi largement orienté vers la droite. Un peu plus tard, en T2, j'ai cette fois-ci une nouvelle particule, une particule bordeaux, qui occupe la place. Cette particule bordeaux a cette fois-ci un vecteur qui pointe vers le haut et qui est de norme plus petite, donc qui est plus lent. J'ai donc ainsi observé le champ de vitesse varier au cours du temps en un point fixé de l'espace et j'ai ainsi vu défiler différentes particules. Ça, c'est l'approche eulérienne. Venons maintenant à l'approche lagrangienne. Cette fois-ci, on s'intéresse à la vitesse, qui est toujours un vecteur de x, y, z et du temps, mais d'une particule dans son mouvement. Donc on suit la particule dans son mouvement. Et donc cette particule est définie en fait par sa position initiale au temps 0. Elle était en x0, y0, z0. Et puis au fur et à mesure du temps, elle va changer de position. Et donc le champ de vitesse eulérien n'est pas un champ fixe dans l'espace. On n'est pas en train de fixer un point de l'espace, de regarder ce qui se passe au cours du temps. On est en train de suivre une particule dans son mouvement. Et donc on regarde à différents points de l'espace. Donc c'est ça qui est très très important à comprendre comme différence. Là, on suit la particule dans son mouvement. Donc qu'est-ce que ça donne? Voyons ici une particule à l'instant t0. C'est la particule orange. Elle a cette position. En fait, c'est le même écoulement que tout à l'heure, dans la version eulérienne. Là, on est dans la version lagrangienne. Bon, la particule orange a un vecteur vitesse qui pointe légèrement vers le bas. Et elle va rejoindre une nouvelle position, qui est la position de la particule orange, qui coïncide d'ailleurs avec la position de la particule qu'on avait regardée tout à l'heure en eulérien. Et donc c'est le seul moment où il y a une intersection exacte, enfin une équivalence exacte entre les deux formalismes. À cet instant T1, le champ de vitesse eulérien et le champ de vitesse lagrangien sont les mêmes parce que la particule lagrangienne que je suis, la particule orange, occupe le point eulérien de l'espace que je regarde pour mesurer le champ de vitesse. Et un peu plus tard dans le temps, au temps T2, cette particule orange est partie dans le coin en bas à droite. Elle a un vecteur vitesse tout petit qui pointe vers le bas.
et vers la droite. D'accord? Donc vous voyez vraiment maintenant la différence très claire entre la version eulérienne et la version lagrangienne. Dans l'approche eulérienne, on a fixé un point de l'espace et on a regardé ce qui se passait au fur et à mesure du temps. Dans la version lagrangienne, on suit la particule dans son mouvement. Différence fondamentale. Alors, ça c'est bien, ce sont des définitions, mais est-ce qu'on peut prendre un exemple un peu plus concret pour essayer de mieux comprendre la différence entre l'approche eulérienne et l'approche lagrangienne? Alors j'essaye ici de vous donner un exemple de la vie quotidienne, c'est-à-dire un exemple que vous pouvez essayer d'imaginer par vous-même. Imaginez que vous êtes un nageur dans une piscine à fond variable. Alors pourquoi une piscine à fond variable? J'ai choisi cet exemple pour justifier le fait que la température dans cette piscine est inhomogène, c'est-à-dire qu'elle ne vaut pas la même valeur à différents points de l'espace. Alors, c'est effectivement ce qui se passe si je prends une piscine que je laisse chauffer tranquillement au soleil depuis le matin. Et bien dans les endroits peu profonds, l'ensemble de l'épaisseur du fluide a pu se chauffer, alors que dans les endroits beaucoup plus profonds, eh bien, l'augmentation de la température est beaucoup plus lente car le fluide plus bas ne voit pas le soleil et chauffe plus lentement. Il y a beaucoup plus de matière à chauffer. Donc imaginons, que ce soit pour cette raison ou pour une autre, que nous sommes donc dans une piscine qui a un bord gauche froid et un bord droit chaud. Alors j'ai pris ici l'exemple d'une variation de température linéaire, c'est le cas le plus simple, ce qu'on appelle donc un gradient constant unidirectionnel. La direction c'est x, qui est la direction horizontale. Et puis, donc, j'ai représenté la distribution de température par une carte. Donc, c'est une carte d'iso-niveau, ou d'iso-valeur, ou d'iso-contour, ou d'iso-surface, comme vous préférez, de la température. Bleu foncé indique froid, bleu clair indique chaud. C'est un exemple, hein. Ça n'a pas valeur générale. Le raisonnement que l'on va faire pourrait s'appliquer dans d'autres distributions de température. Donc, considérons tout d'abord le premier cas très simple. C'est un cas où je flotte, mais je ne nage pas. Donc, je suis immobile, et donc je ressens moi-même une température qui ne change pas. La température est ici de 25 degrés à peu près, ou de 24,5. Ça ne change pas. Donc j'ai une variation de la température, de ma température, donc de la température ressentie par la particule, c'est moi la particule, et cette variation totale est en fait tout simplement nulle. Prochain cas, cette fois-ci, je nage à la vitesse u. Alors comme je me dirige en direction, avec cette vitesse u choisie vers la droite, de la région chaude, ma température ressentie, donc la température de la particule, elle augmente. Donc sa variation avec le temps, grand dt sur grand d petit t, est positive. Pourtant, dans une vision eulérienne, si je repère un point de l'espace, quel qu'il soit, la température ne change pas au cours du temps. Donc vous voyez que moi, en tant que particule, ma température change, alors que dans la vision eulérienne, la température ne change pas. Et en fait, je peux facilement déterminer comment ma température change. Elle change d'autant plus que je nage vite, donc que la vitesse u est grande, et elle change aussi d'autant plus que je nage dans la direction où le gradient de température est le plus fort. Ainsi, j'arrive à l'expression ici représentée en rouge, qui me dit que la variation dans le temps est simplement le produit de la vitesse et du gradient de température. Ici, qui est un gradient que je choisis constant dans la direction x. Maintenant, prochain cas, cette fois-ci je ne vais pas nager, mais le soleil continue de briller. Donc si le soleil continue de briller, la température de la piscine continue d'augmenter. On va supposer donc qu'elle augmente partout de manière uniforme, mais elle pourrait aussi augmenter de manière non uniforme. Donc on pourrait passer d'une distribution inhomogène de température à l'instant 0 vers une autre distribution de température à un instant d'après. Mais imaginons que je ne nage pas cette fois-ci. Pour autant, cette fois-ci, puisque le soleil continue de chauffer, la température de la piscine augmente, et donc en un point donné, ma variation, puisque je ne bouge pas de température, est en augmentation. Ainsi, grand dt sur dt est positif. Mais cette fois-ci, ce n'est pas positif parce que je nage en direction de la région chaude, c'est simplement positif parce que localement, à l'endroit où je suis, la température augmente. En effet, pour une particule immobile, la vision lagrangienne et la vision eulérienne se confondent, et j'ai donc l'égalité que la dérivée lagrangienne de t par rapport à petit t est égale à la dérivée eulérienne de la température par rapport à petit t. Donc on note ici les dérivées partielles par des d rondes, ce sont des notations assez classiques, et puis la dérivée totale, qui est là donc la dérivée lagrangienne, par un grand d, parfois par un petit d, mais je préfère le grand d. L'opposition est un peu plus claire entre le grand d et le delta. Maintenant, considérons la situation la plus complète, c'est-à-dire que je nage, d'une part, à une vitesse grand U, et en plus, le soleil brille. Donc, la variation de température que je vais ressentir, moi, la particule, c'est d sur dt, va être égale à la somme, en fait, de la variation qui est liée au fait que la température évolue parce que le soleil chauffe la piscine, et le fait que je nage à la vitesse U. Donc, cette dérivée, ici, totale, on l'appelle dérivée totale, dérivée convective ou dérivée lagrangienne.
La partie qui est simplement liée à la variation en un point du champ de température, on l'appelle la dérivée eulérienne ou la dérivée partielle. Et puis, le dernier terme, c'est un terme d'advection ou de transport. Et donc j'ai ici écrit une équation assez générale qui me dit que je peux passer d'une variation lagrangienne de propriétés à une variation eulérienne des propriétés en faisant cette transformation qu'on appelle donc la transformation de dérivée lagrangienne. Alors ça, c'est une écriture un peu limitée à un cas unidirectionnel. Si je suis dans un champ de température tridimensionnelle et que je parcours moi-même l'espace avec un vecteur à 3 composantes, alors voici l'expression la plus générale. Donc on reconnaît ici le champ de vitesse, il est en gras parce que c'est un champ, il a 3 composantes. Et je reconnais ici un opérateur qui s'appelle le gradient. Donc le gradient de la température n'est autre que le vecteur composé de dt par rapport à x, dt par rapport à y et dt par rapport à z. Donc si je prends le produit scalaire de u avec le gradient de t, je trouve l'expression suivante, où ux, uy et uz sont des notations tout à fait naturelles pour les 3 composantes de la vitesse. Donc vous voyez ici l'expression complexe, assez difficile finalement, de la variation de la température de la particule dans son mouvement, donc de ce concept lagrangien, en fonction des informations eulériennes, c'est-à-dire la variation en un point, et le gradient de l'espace de mon champ, ainsi que le champ de vitesse u. Voilà, donc j'espère que cet exemple concret clarifie un peu les données pour vous. Dans le prochain module, nous verrons comment représenter un certain nombre de quantités lagrangiennes, en particulier des trajectoires de particules. Mais aujourd'hui, pour finir ce module, je voudrais vous montrer comment est-ce qu'on trace un champ de vitesse. Donc il n'y a pas énormément de surprises. Pour tracer un champ de vitesse, eh bien, comme c'est un champ de vecteur, on va simplement représenter ce champ de vitesse comme un champ de vecteur. C'est-à-dire qu'en chaque point de l'espace, on ne peut pas le faire bien sûr en tous les points de l'espace, donc on va le faire en un certain nombre de points de l'espace, peut-être sur une grille équidistante, ou peut-être pas sur une grille équidistante, ça c'est votre liberté. On va représenter donc en un certain nombre de points de l'espace les vecteurs vitesse, et on va prendre comme règle de représenter chaque vecteur vitesse par une petite flèche, et cette flèche aura une orientation qui est celle du vecteur vitesse local, et une longueur qui est proportionnelle à la norme de la vitesse. Vous voyez que dans ce cas ici, nous avons le vent au-dessus d'une montagne bidimensionnelle, c'est un cas légèrement idéalisé. Le vent souffle de la gauche vers la droite, il est de vitesse nulle ici sur le sol, avant d'arriver sur la montagne. Donc vous voyez qu'ici les vecteurs vitesse sont invisibles, parce qu'ils sont en fait des points que l'on ne peut pas voir. Puis, au fur et à mesure, il accélère en montant sur la partie amont de la montagne. Et dans la partie aval, vous voyez que les vitesses ici sont extrêmement faibles. Alors ça, c'est intéressant, c'est peut-être quelque chose que vous avez déjà expérimenté. Si vous allez un jour en montagne et qu'il y a la tempête de bise, donc un vent du nord, il faudra vous cacher dans le côté qu'on appelle sous le vent, c'est-à-dire dans le côté sud, et là, le vent sera largement moindre. Pourquoi? Parce que nous avons un phénomène, qui est ce phénomène ici de décollement, ou parfois de ce qu'on peut aussi appeler un phénomène de séparation. Alors, vous voyez que le problème des visualisations par champ de vecteur, c'est que dans les régions où les vitesses sont faibles, on n'y voit absolument rien. Et donc il faut zoomer pour arriver à voir quelque chose. Et quand je zoome ici dans cette région, je vois qu'effectivement, dans cette zone de circulation, l'écoulement recircule, c'est-à-dire qu'il va vers la droite, pas ici, mais qui va vers la gauche dans la direction inférieure. Et ainsi, il y a un écoulement de retour dans la région du bas. Mais le point le plus important, c'est qu'en comparaison avec les flèches qui sont à l'extérieur, les flèches qui sont à l'intérieur sont ici extrêmement petites, ce qui signifie que les vitesses sont très faibles. Ce qui est exactement l'expérience que l'on peut faire par soi-même lorsqu'on va se cacher à l'abri du vent derrière une petite montagne.